And now our next presenter is Sister Nicole. And Sister Nicole is coming to us from Burkina Faso. And Sister Nicole is a musician. She works in pastoral ministry, and she also works with prisoners in Ouagadougou. So she comes to us from Ouagadougou, Burkina Faso. Sister Nicole, you have the floor. Je suis sœur Nicole Kabolé de la congrégation des sœurs de charité dominicaine de la présentation de la Sainte Vierge. Je suis en service à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina, et au postulat. Je viens donc partager avec vous sur les défis de la femme en milieu rural. Comme nous ici, au Burkina et dans la vice-province, nous nous battons pour remettre debout la femme, tout en connaissant les réalités, pour les côtoyer à tout moment, le fait que nous les côtoyons à tout moment dans les divers services. Donc, j'ai un plan que je vais vous présenter, à commencer par une petite introduction. Et en grand 1, nous allons parler de l'égalité entre genres, en grand 2, de l'accès à l'éducation, suivi du grand 3, la considération de la femme, grand 4, le droit à la liberté. Il y a 2 points, un petit 1, la liberté d'expression, petit 2, la liberté de choix de conjoint. Le grand 5 nous conduit à voir les défis liés au poids des traditions et des mœurs avec leurs conséquences qui sont la stigmatisation, l'humiliation et le bannissement. Et dans ce point, nous allons aborder la situation de la femme stérile, la femme qui n'a pas de maternité, et le traitement des veuves et le lévirat, pour finir en grand 6 avec la dépendance financière et puis la conclusion. Nous pouvons donc prendre le grand 1. Je disais en introduction qu'en général, la femme qui devrait être vue comme un être créé à l'image de Dieu, égal à l'homme. Égal à l'homme, ça ne veut pas dire qu'il va discuter avec l'homme ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire vouloir se substituer à l'homme, vouloir faire ce qu'un homme doit faire. Non, égal à l'homme, car sa nature de femme créée à l'image de Dieu veut qu'elle accomplisse son devoir de collaboratrice dans le foyer et dans le monde pour plus d'harmonie. Cela n'est pas toujours connu et accepté, ce qui fait que nous avons beaucoup de défis à relever. Nous prenons le grand 1. Nous passons au grand 1. Alors, nous allons vous présenter les quelques défis et comment nous essayons de les affronter. Le suivant. Nous parlons de l'égalité des genres. Il y a plusieurs exactions qui sont commises contre la femme. Nous rencontrons des formes de discrimination. Et le plus sensible, c'est dans les répartitions des tâches. Quand vous rentrez dans les ménages, facilement, on voit que les tâches qui sont confiées à la jeune fille sont 2 fois ou 10 fois plus que ce qui est confié aux jeunes garçons. Ça veut dire que dès le bas âge, cette discrimination existe et les enfants vont grandir avec ça. Et ayant cela à l'esprit, il leur devient difficile
de respecter la femme. Et tout ça, tout ce poids contribue à affaiblir la femme dans tout son être. Déjà, il y a le poids de la maternité. Bon, c'est une grâce, mais quand ce n'est pas respecté, ça fait un poids en plus de tout ce qu'elle a comme des difficultés de discrimination. Et pour ça, nous essayons, autant que faire se peut, partout où nous sommes, de conscientiser, de sensibiliser pour que tout le monde comprenne que la femme ne mérite pas d'être maltraitée comme elle est, à commencer par les plus jeunes filles. Nous passons à la suite. Alors là, vous voyez par exemple, en grand 2, pour ce qui est de l'éducation, on constate un faible taux de scolarisation ou bien de suspension précoce du cursus scolaire. Et cela est souvent dû au manque de moyens financiers qui font que certains ménages ne peuvent pas accompagner les enfants pour qu'ils poursuivent leurs études. Et le plus souvent, ce sont les filles qui sont sacrifiées. À défaut de pouvoir scolariser les enfants, il faut donner le privilège aux garçons que l'on considère être la relève de la société et on laisse la fille qui sera appelée à se marier dans un autre plan. Donc, ce sont les femmes le plus souvent qui sont les moins scolarisées. Mais partout où nous sommes, nous essayons aussi d'aider ces marginalisés. Et vous remarquez par exemple sur les images que nous sommes avec les enfants, et cette fille-là, par exemple, que nous avons recueillie, qui a dépassé largement l'âge de l'école primaire. Mais on était obligé de lui donner une alphabétisation et de la réintégrer. En grand 3, dans la considération de la femme. Et dans les milieux ruraux, on constate que la femme, avec tout ce qu'elle endure comme souffrance, le fait qu'elle doive s'occuper de tout dans le ménage ne lui permet pas d'avoir tout le nécessaire pour y faire face. Facilement, elle fuit dans les zones urbaines pour chercher de l'emploi. Et comme dans les zones urbaines, on sait qu'elles viennent des milieux périphériques et comme elles sont pauvres et pas instruites, elles ne connaissent pas leurs droits, on peut les exploiter. D'où souvent la maltraitance et les humiliations. Et face à ces humiliations, il y en a qui finissent par se livrer à la vie facile, au gain facile, et notamment à la prostitution, parce qu'il faut qu'elles gagnent leur vie et puissent s'occuper de leur famille qu'elles ont laissées au village. Et là aussi, nous essayons de rejoindre, par exemple, les prostituées dans leur milieu de vie pour essayer de les ramener chez elles et aussi dans les familles où on se rend compte qu'il y a des maltraitances de femmes qu'on a employées. Nous essayons aussi de sensibiliser. Et mieux, si nous avons un petit emploi qui leur permet de gagner leur vie, nous prenons celles que nous pouvons accompagner. Nous passons au point suivant. Alors, le droit à la liberté. Et dans ça, nous avons la liberté d'expression. Et ce droit demeure un défi, surtout dans certaines cultures. Moi, je suis Mouara et je sais que c'est très présent pour les femmes. Et leur implication dans les milieux ruraux n'est pas aussi notoire parce qu'on se dit que la femme, elle ne connaît pas grand-chose, elle est toujours reléguée au second rang, donc il faut donner la priorité à l'homme. Et facilement, elles n'ont pas le droit à l'expression. Et quand nous avons la possibilité, nous essayons aussi de les encadrer, de les former pour leur permettre de s'exprimer. Et aussi la liberté de choix. Et là, plus précisément en ce qui concerne le mariage forcé ou le mariage précoce. Et c'est très notoire dans certaines coutumes ou dans certaines religions.
Quand nous prenons par exemple le cas de l'islam, c'est souvent là-bas que la fille est mariée très précocement sous prétexte que c'est pour préserver sa virginité pour son futur mari. Ça veut dire qu'elle n'a même pas le temps de grandir et elle n'a pas le droit de contester. Et dans certaines coutumes aussi, ça se reproduit. On te marie à un homme que tu n'avais jamais vu, ou bien qui peut être ton papa, mais tu es obligé d'adhérer. Pour ces filles-là, quand nous avons les possibilités, nous les accueillons chez nous, nous les hébergeons et souvent on est confronté avec la famille. La famille ou bien la belle famille débarque souvent pour agresser les sœurs, mais nous acceptons d'endurer avec l'accompagnement de l'action sociale. Nous réussissons à sauver quelques filles qui librement parviennent à choisir leur mari et nous intervenons pour les accompagner dans leur famille qui les ont écartés pour leur réinsertion. Et là, on voit qu'une fois que cela est fait, bon, la fille est épanouie et c'est tout ce que nous pouvons faire pour les aider. Nous prenons le point suivant. Et le cinquième point traite des défis liés au poids des traditions, des mœurs, avec leurs conséquences, qui sont la stigmatisation, l'humiliation, le bannissement. En petit 1, la situation de la femme stérile. Le plus souvent, la femme qui se marie, surtout en milieu rural, quand elle n'a pas la grâce de la maternité, elle ne sait pas qu'il faut chercher médicalement à comprendre qu'est-ce qui fait ce blocage-là, qu'est-ce qui l'empêche de concevoir. Il peut arriver que ça vienne de son mari ou bien d'elle, mais le fait qu'elle ne soit pas instruite ne lui permet pas de comprendre cela. Et elle subit beaucoup d'humiliation. Et même ses camarades, ses collègues femmes n'acceptent pas le fait qu'elle ne conçoit pas. Et le plus souvent, quand bien même on amène la femme ou le couple à faire des examens, si on se rend compte que le problème vient du mari et non pas de la femme, malgré tout, on accuse la femme. Il peut arriver que l'homme prenne d'autres femmes, donc la première est obligée de souffrir de la polygamie parce qu'on va la maltraiter. Et certaines, on va les accuser d'autres mots tels que la sorcellerie et autres choses. Et il y a les traitements de la veuve. Quand un homme meurt, le plus grand problème que nous rencontrons, c'est la maltraitance de la femme et des orphelins que le défunt a laissés, et surtout de la femme. Parce qu'immédiatement, la famille de la femme essaie de confisquer tous les biens que le défunt a laissés pour sa femme. Et on accuse même des fois la femme d'être sorcière, d'avoir tué son mari, et elle peut être rejetée par la famille. Il y a le léviret qui est là. Le léviret qui consiste à remarier la femme à un membre de sa belle famille sans son consentement. Souvent, on ne les consulte pas. On ne les consulte pas parce qu'on se dit que la femme n'a pas son mot à dire. Elle n'a pas de droit. Et quand elle refuse d'accepter, elle fait face à beaucoup de représailles. Soit on l'accuse de sorcière et on la chasse, soit on la répudie, on la renvoie chez ses parents, ou bien on la délaisse, on ne s'occupe pas d'elle, quel que soit ce qui lui arrive. Et les plus fortes arrivent à dominer. Et partout où nous sommes, nous essayons d'intervenir pour conscientiser, pour qu'on comprenne que c'est par amour que cette fille était venue épouser leur enfant. Et quand bien même le mari n'est pas là, on n'a pas le droit de la maltraiter. Et aussi, nous essayons d'accompagner ces veuves-là pour qu'elles puissent s'auto-suffire. Parce que quand tu n'as pas de moyens, tu es à la merci de tout le monde. Mais quand tu as quelque chose qui puisse te permettre de vivre, on a un peu peur. Donc, nous essayons de les autonomiser en les formant à quelques travaux et manuels qui leur permettent de vivre, de rester sans être trop dérangés. Nous prenons le point suivant.
Voilà. Et le point 6 traite de la dépendance financière. Ce sont les conséquences d'une certaine forme de pauvreté et d'un manque d'indépendance financière. Les conditions de pauvreté conduisent à une certaine maltraitance. Alors, la femme qui est défavorisée et pourtant elle doit faire face à la vie, c'est elle qui doit s'occuper de tout dans le foyer, les besoins alimentaires, sanitaires, la scolarisation des enfants et s'occuper de tout. Et ici, en Afrique, quand on parle de famille, ce n'est pas une famille nucléaire. Ce n'est pas papa, maman et les enfants. On a les tantes, on a les oncles. C'est tout un village qui est la famille. Et la femme doit faire face à tout ça. Alors, doit se livrer à des travaux pénibles. C'est la première à se lever, à se réveiller, à sortir du foyer pour aller chercher de quoi faire. Et c'est la dernière à se coucher. Vous voyez les images là? C'est une femme, par exemple, qui est allée couper du bois. Elle est allée couper du bois. Elle a tellement surchargé son vélo qu'elle ne peut même plus pédaler. Elle va faire des kilomètres avec ce bois-là pour aller vendre afin de gagner une petite revenu pour les besoins de sa famille. À côté, vous avez une autre femme qui, très tôt le matin, sort pour vendre des beignets. Et le peu qu'elle gagne, c'est ça qui va lui permettre de nourrir sa famille. Et en saison pluvieuse, elles travaillent 2 fois plus que leur mari parce qu'elles vont travailler dans les champs de leur mari. Et le soir, elles vont travailler dans leur champ. Elles rentrent tard la nuit pour faire la cuisine pour la famille. Elles se couchent très tard, elles se réveillent très tôt. Alors, nous essayons d'aider ces femmes qui veulent faire quelque chose en leur permettant d'apprendre de petits travaux, la couture, le tissage, en tout cas quelque chose qui va leur permettre de pouvoir vendre et gagner du quoi manger et de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Nous passons au point suivant. Nous prenons le point suivant. Voilà. Alors, le point suivant, c'est une conclusion. Pour dire que partout où nous sommes, c'est-à-dire notre congrégation, partout où nous sommes en Afrique, par exemple, c'est sensiblement les mêmes réalités, les défis de la femme, toute sa souffrance. D'abord, pour donner naissance, c'est déjà une souffrance, mais naturelle. Et nous rendons grâce à Dieu pour avoir élevé la femme à ce rang de co-créatrice. Mais maintenant, ce que les sociétés font subir à la femme demeure toujours en deçà. Il est vrai que nos gouvernements essaient de lutter, de combattre, mais on ne peut pas toucher tout le monde. Et malgré tout, quel que soit ce qui est fait, l'Église se bat à tout moment. Les congrégations se battent. La nôtre particulièrement dans le domaine de charité. Nous faisons beaucoup d'activités pour mettre l'homme debout. Mais qu'est-ce que c'est que cela? C'est vraiment trop infime. Et je peux même dire que le plus souvent, il nous arrive de sacrifier le peu que nous avons pour pouvoir permettre à une tierce femme de survivre et de s'occuper, ne serait-ce que d'un de ses enfants. Et nous donnons la priorité à la fille pour que la fille n'ait pas à souffrir ce que sa mère est en train de souffrir. En plus de cela, quand nous avons la possibilité, dans nos écoles, dans nos centres de soins, nous organisons deux fois des entretiens de sensibilisation et nous nous déplaçons dans les foyers des femmes déshéritées pour faire comprendre un peu à la famille que la femme mérite d'être soutenue et d'être reconnue égale à l'homme dans ses droits parce qu'elle a aussi des droits. Et quand nous pouvons, nous essayons de reprendre les codes du pays pour conscientiser tout le monde, pour qu'ils sachent que la femme a des droits.
Ce n'est pas parce qu'elles sont illettrées ou elles n'ont pas de moyens dans les milieux ruraux qu'elles ne peuvent pas se défendre. Et deux fois, quand il s'agit des filles primaires pour le mariage forcé ou d'autres, nous-mêmes, nous nous mettons devant pour accompagner cela, quitte à aller en action sociale ou ailleurs pour défendre les droits de la femme. Et cela, nous le faisons partout où nous sommes en Afrique. En Afrique, nous sommes dans plusieurs pays et les réalités sont les mêmes. Donc, moi, j'ai envie de dire que ce que nous avons à faire en tant que leader de justice et paix, c'est de continuer à combattre pour que la femme puisse rentrer dans ses droits sans transvestir ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Non pas qu'elle cherche à porter le pantalon, non, jamais. Cela serait un défaut. C'est un défaut, ça. Vouloir que la femme soit comme l'homme, c'est un défaut. Mais qu'elle soit reconnue dans ses droits pleinement pour vivre heureuse. Voici ce que nous cherchons. Alors, merci pour ce que vous faites, ce que nous faisons, et que le Seigneur nous aide à aider la femme à rentrer dans ses droits. Je vous remercie. It was very encouraging, enriching experience. C'était une expérience très encourageante et très riche de cette partie du monde. Et c'était très bon d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, spécialement venant des femmes et des enfants. C'était très bon de connaître chacun plus profondément. On peut voir la différence dans les différents continents. Comment créer l'art, les différentes possibilités, comment étendre la charité. And here it is a greater, wider opening to work with one another, to C'est collaborate une with possibilité d'ouvrir, de travailler comme dans la famille dominicaine. as a coordinator for the Justice and Peace of the Congregation of Dominican Sisters, for our three sisters who have shared their best practices. C'est comment And also to partager des bonnes we look pratiques forward to work together dans as la a famille family and with other dominicaine. with other organizations, with volunteers, etc., so that we can be a ray of hope in this broken world. Nous especially pouvons être des témoins dans ce monde cassé et déficient. Merci. Thank you, Sister Jacinta, for your lovely response. And it's true that opportunities like Zoom bring us all together. And it's not every day that we have this opportunity to hear from French-speaking Africa or from Honduras. Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons entendre des personnes de différents endroits. C'est vraiment un plaisir de pouvoir s'entendre et de communiquer ensemble comme femmes avec d'autres femmes. Merci beaucoup. I just want to thank our sisters for their personal stories of working with women's empowerment. It has been a pleasure to share your stories with so many others during this Commission on the Status of Women 67. Your work reminds us that no woman must be left behind. May we continue to raise the voice and the power of women through the help of one another and, of course, with God. We thank all of you for being with us this morning. And we leave you with two quotes from our dear sister, Catherine of Siena. The first quote is, "Proclaim the truth
and do not be silent because of fear. And the second quote is, nothing great is ever achieved without much enduring. And so with that, sisters, I bring this seminar to a close, and thank you so much for joining us. It's been a pleasure being with you, and thank you for your support for all those who are working with women all over the world to bring about their own empowerment, regardless of the challenges. Peace be with you. Thank you.